Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et nous sommes très très heureux de vous retrouver pour ce 8e épisode de la saison 3 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler En avant. avant, A-V-E-N-T. Et oui, mais ça n'est pas une faute d'orthographe. Non. Par contre, c'est un peu déconnecté du reste du podcast, mais une fois de temps en temps, pourquoi pas. Ça fait plaisir. Merci d'abord à toutes et à tous de nous écouter, ça nous fait chaud au cœur et comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi, tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Oui, on n'a pas l'air, mais ces derniers temps, on a moins diffusé que d'habitude dessus, mais on est toujours là. Et toujours le hashtag ou arrobase tranche, le chiffre de couple au singulier comme le nom du podcast, ou par email tranche2couple@gmail.com. Et oui, et on vous remercie de partager ces épisodes sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et tous ceux qui peuvent être susceptibles d'être intéressés par notre podcast et par les informations qu'on met dedans. Ça nous permettra de continuer à accroître la visibilité de Tranche de couple et puis de garder la motivation pour vous proposer cette petite tranche de vie tous les 15 jours. Alors, on commence comme d'habitude par la rubrique Actu. Et aujourd'hui, Guillaume fait un peu la suite d'une précédente Actu qu'on avait coupée, ou en tout cas on n'avait pas tout traité. Alors Guillaume, c'est à toi. Tout à fait, et dans l'épisode 5, on vous avait parlé du woke ou du wokisme et du concept de cancel culture, mais on n'avait pas eu le temps de revenir dessus plus largement. Donc me voilà ici pour vous parler de cancel culture. On vous en a parlé d'ailleurs même avant l'épisode 5, dans des épisodes, voire des saisons précédentes, sur notamment des déboulonnages de statues qui avaient eu lieu dans plusieurs villes aux USA et au Royaume-Uni. Ah oui. J'avais alors donné quelques explications sur ce concept qui est en fait une émanation, une sorte de branche du woke, si on creuse un peu l'origine. L'idée derrière de la cancel culture, c'est de supprimer toute référence commémorative, statue, monument par exemple, à des événements ou à des personnes passées dont certaines personnes ou certains groupes considèrent aujourd'hui que leur part d'ombre est trop importante. Cela peut être par exemple en Belgique le roi Léopold à qui on reproche la colonisation et le pillage du Congo, qui a vu un certain nombre de ses statues peintes en rouge, ou en France des personnages comme des esclavagistes ou certaines figures colonisatrices qu'aujourd'hui dont aujourd'hui on se repenche un peu plus sur le passé. Ou aux États-Unis, c'est aussi des esclavagistes ou des généraux sudistes dont certaines statues ont été déboulonnées ces derniers mois. Mais ça peut tout aussi bien être des personnes toujours en vie, comme l'acteur de House of Cards Kevin Spacey ou Johnny Depp, accusés eux d'agression sexuelle et qui ont un peu disparu du paysage hollywoodien. Ça peut aussi être par exemple Joanne Kathleen Rowling, l'auteur d'Harry Potter, qui avait commis un tweet pas très fin et un chouïa un peu plus qu'un chouïa insultant pour la communauté trans qui a subi des appels au cancel avec un succès assez limité dans ce cas précis. Ça peut être aussi un ouvrage, par exemple un film ou un livre. Autant d'emporte le vent avait disparu du catalogue temporairement du catalogue d'HBO Max aux États-Unis, le temps d'ajouter un disclaimer ou en français une notice au début du film pour prévenir les spectateurs que certaines scènes peuvent être considérées comme comportant une forme de racisme, de préjugés ou de clichés de nature à froisser une partie ou interpeller une partie de la communauté. Ça peut aussi parfois tourner à des situations un peu plus ubuesques, telles que le très fameux Blanche-Neige de Disney, qui a été victime d'un faux appel au boycott cancel, destiné en réalité à décrédibiliser l'ouverture d'une nouvelle attraction dans le parc Disney local à San Francisco. Et cet appel était lié au fait que le baiser que donne le prince à Blanche-Neige à la fin du dessin animé n'était pas consenti. On a aussi beaucoup parlé de BD comme Tintin au Congo ou plus récemment Tintin en Amérique qui a été interdit dans certains États du Canada parce qu'il risquait avec ses références de heurter les peuples autochtones. Alors comme le mouvement woke, le mouvement cancel reste assez difficile à cerner en réalité et pour cause, il est souvent
très localisé, au sens de quelque chose ou quelqu'un qui est susceptible d'être cancel, par exemple en Belgique, ne l'est pas nécessairement en France ou aux USA, et vice-versa. Il y a autant de, j'ai envie de dire, comme pour le woke, de définition de la cancel culture qu'il y a de pays dans lesquels on essaye, ou des groupes essayent d'implémenter ce concept. Et il n'a pas vraiment donc de base commune, il est par essence un concept très anglo-saxon, très lié même aux États-Unis, difficile à rapporter directement chez nous. En tout état de cause, il est nécessaire de prendre avec prudence et de ne pas, à l'ère des réseaux sociaux, créer de cabale ou de vouloir se faire justice soi-même sans derrière imaginer les conséquences que ça peut avoir sur d'autres êtres humains. Chez les entreprises, la peur du cancel, de l'appel au boycott, n'est pas nouvelle. Certaines l'ont anticipé, telle L'Oréal dans les années 2000, qui a supprimé le terme blanc ou blanchiment de ses publicités, ou plus récemment, il y a 2 ans en arrière, Oncle Ben's qui a changé son logo, jugé raciste suite à un appel au boycott de la communauté afro-américaine aux États-Unis. Oncle Ben's a donc supprimé le personnage qui y était intégré. On appelle ces 2 méthodes l'anticipation ou l'action. On vous remettra quelques liens sur nos réseaux sociaux pour vous remettre un peu le contexte de ces termes. Et puis quant à nos chers politiques, puisque finalement c'est ce qui m'a poussé à parler du woke en premier lieu, qui craignent tellement comme le wokisme ou la peste, cette cancel culture comme on dit chez nous, il n'y en a pas un pour racheter l'autre, ils parlent souvent pour ne rien dire ou pour mal le dire, ou encore pour s'attirer les louanges des franges les plus extrêmes de l'électorat. Eric, si tu m'entends. Ouais, c'est très en vogue en ce moment. C'est très en vogue, c'est très, 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 très... Trop. Enfin bref, trop. Mais rien ne vaut une petite recherche, faites vos propres recherches, comme on dit, pour comprendre un peu ce qui se cache derrière des termes qui sont des termes étrangers et des cultures étrangères, pour, selon moi, comprendre qu'en réalité, ces 2 concepts n'ont pas vraiment de place dans la société française ou même dans la société belge telle qu'elle existe aujourd'hui, en tout cas sous la forme sous laquelle ils sont apparus aux États-Unis, puisque notre histoire, notre culture et notre société sont fort différentes. Ça ne signifie pas qu'il n'y a rien à en tirer pour la France ou pour la Belgique, pour l'Europe, mais plutôt qu'il faudrait s'interroger sur la forme que pourrait prendre cette prise de conscience de la diversité de notre société chez nous, et plus largement se poser la question de si, au-delà de l'appel au boycott, ça ne peut pas aussi être une façon de prendre conscience de certaines erreurs du passé ou même contemporaines et de corriger le tir, en somme, de progresser vers une société plus inclusive. Merci beaucoup Guillaume, je pense que tu as donné des clés de lecture sur cancel culture à beaucoup de gens et à moi j'espère, également. Et que maintenant chacun l'utilisera dans son vocabulaire quotidien ou pas d'ailleurs, mais que ça vous aura aidé à progresser sur ce sujet. Ouais, il faut être un peu éclairé. Tout à fait. Alors on enchaîne sans transition dans On décrypte l'Europe. Max, tu nous parles de Global Gateway. Qu'est-ce que c'est? What is it? Alors effectivement, aujourd'hui je voulais vous faire un petit focus sur une nouvelle initiative qui a été annoncée par la Commission et le haut représentant pour la politique de sécurité de l'Union européenne, Global Gateway. Cette initiative, qui a été rendue publique le 1er décembre, est un ambitieux programme d'investissement dans les infrastructures, doté de près de 300 milliards d'euros à investir d'ici à 2027 dans des projets d'infrastructures un peu partout dans le monde. Je sais pas pourquoi, ça me rappelle vaguement un truc ça. Alors oui, difficile de manquer la ressemblance avec les nouvelles routes de la soie, programme que la Chine avait lancé il y a quelques années pour investir sous forme de prêts dans des dizaines de pays à travers le monde, pour développer des ports, des routes, des chemins de fer ou des infrastructures numériques, étendant par là même la sphère d'influence économique chinoise. Et on l'a vu, parfois, ce déluge d'argent qui finance des projets pharaoniques est tout simplement impossible à rembourser, ce qui résulte souvent dans des concessions de très longue durée données à la Chine. En 2019, par exemple, ce piège de la dette a poussé le Sri Lanka à céder l'un de ses ports à la Chine, et je crois qu'on avait fait mention de ce cas-là dans ce podcast il y a quelque temps. Alors, bien que similaires, ces 2 programmes sont néanmoins différents. Parce que là où le programme chinois consiste essentiellement en des prêts, le programme de l'Union européenne va s'appuyer sur des investissements à la fois publics et privés, c'est-à-dire qu'ils veulent encourager les investissements privés qui seront complémentaires des investissements qui seront financés par l'Union européenne et les États membres. L'Union européenne souhaite aussi investir dans des infrastructures d'avenir, éco-responsables et axées sur le numérique. Le programme veut en fait offrir un financement plus transparent et respectueux des pays bénéficiaires. Donc il y a un certain nombre de critères qui guideront ce programme. L'idée derrière étant donc d'éviter par rapport à la Chine de créer une dépendance de ces pays vis-à-vis financière, notamment par le biais des prêts vis-à-vis de l'Union européenne.
Oui, alors en fait, c'est l'objectif, j'y reviendrai à ma conclusion, mais l'objectif, c'est d'offrir une alternative. Ça veut dire, à la fin, c'est bien les pays qui doivent choisir, mais aujourd'hui, ben, la Chine, c'est vrai qu'avec ses prêts, elle était très attractive. Et parfois, il y avait quand même des conditions un petit peu cachées, ou ouais, des conditions qui étaient attachées à ces prêts et qui n'étaient pas forcément très bonnes en fait pour l'intérêt de ces pays-là. On s'était retrouvé comme ça en Union européenne, au Monténégro, avec un pays qui demandait, dans le cadre de son adhésion, non, à l'Union européenne de rembourser à la Chine un prêt que le Monténégro avait fait pour créer une ligne de chemin, une autoroute en pleine montagne, peu utilisée, enfin très près de chez nous finalement. Oui, parce qu'en plus, bon, il faut quand même dire que de fait, la Chine parfois finance des infrastructures qui sont pas très, qui sont pas nécessairement celles qui sont les plus importantes. Et qui rapportent peu. D'autant qu'il y a certaines conditions qui sont associées. En général, il faut utiliser du matériel et des personnels chinois pour construire les infrastructures. Donc en fait, l'argent revient dans le système aussi. Alors, Global Gateway orientera ses investissements dans 5 secteurs prioritaires. Le digital, l'objectif c'est de promouvoir un Internet ouvert et sûr. Dans le climat et l'énergie, pour faciliter la transition vers des énergies propres. Dans le transport, pour financer des modes de transport verts, sécurisés et innovants. Dans la santé, pour renforcer les chaînes de valeur et notamment produire localement des vaccins. Et dans l'éducation et la recherche, avec un point d'attention particulier pour les jeunes filles, les femmes et les groupes vulnérables. Alors le programme, je l'ai mentionné, sera soutenu non seulement par l'Union européenne, mais sera aussi donc les institutions, mais coordonné avec les États membres et les institutions financières européennes pour maximiser son impact. Alors pour conclure, on peut mentionner un autre programme similaire, celui des États-Unis, qui s'appelle Reconstruire un monde meilleur, qui vise lui aussi à offrir une alternative à la Chine pour les pays en recherche de financement d'infrastructures. Bon, en tout cas, c'est plutôt une belle initiative. C'est super que l'Europe structure une telle alternative, car je l'ai mentionné jusqu'ici, ou on en a parlé jusqu'ici, on avait globalement tapis rouge pour la Chine. On verra maintenant si le programme européen réussit à séduire les partenaires de l'Europe dans le monde. 300 milliards, c'est une sacrée somme, mais il faudra effectivement voir ce que ça produira comme effet final. Rendez-vous en 2027. Merci Max pour ce petite explication de ce Global Gateway très important au niveau stratégique aussi pour l'Union européenne. Exactement. Si on veut être une alternative crédible aux puissances dans le monde, c'est important aussi de pouvoir offrir des investissements qui ne soient pas attachés à des conditions comme d'autres. On ne les tienne pas par le collet derrière. Exactement. Pour parler un peu... On a fait 2 actus qui étaient quand même un peu fournis. Alors du coup, on va simplement finir avec la rubrique Belgitude. Et aujourd'hui, Guillaume, une nouvelle fois, tu veux le Codeco. C'est ça, voilà. C'est mon état d'esprit aujourd'hui avant de commencer cette rubrique Belgitude. Vous l'aurez peut-être compris que ce sera une rubrique plutôt coup de poing. Et la petite footnote, c'est que le Codeco, c'est toujours le comité de concertation lié au Covid et aux mesures sanitaires à mettre en œuvre dans le pays. Vas-y, absolument, Guillaume. C'est un peu l'équivalent du Conseil de défense en France, sachant qu'en Belgique, en réalité, c'est plutôt la foire d'Empoigne, voire la foire à Neuneu, voire le cirque. Le Codeco, ça a été créé, pour revenir très rapidement dessus, l'année dernière, quand le Covid est arrivé, l'objectif étant de mettre autour de la table les extrêmement nombreux gouvernements belges pour faire en sorte d'uniformiser les mesures qui allaient être prises en Belgique. On a vu, ça a fonctionné pendant quelques mois et on a réussi à avoir des directions plutôt logiques, plutôt cohérentes, notamment on était sous l'ERS au puis Phil Wilmes. Et puis ça ressemblait globalement à quelque chose. Les Codeco se sont arrêtés, je crois, à la fin du printemps dernier, puisqu'il n'y avait plus vraiment de raison. La situation s'améliorait et on s'est dit, chouette, on s'en débarrasse. Chaque région reprend son propre autonomie pour prendre des mesures. Chouette, génial. Au mois de novembre, enfin depuis octobre, mais surtout au mois de novembre, évidemment, comme partout ailleurs en Europe, les cas de Covid explosent et l'augmentation de l'occupation des hôpitaux aussi. La Belgique, comme à son habitude, se retrouve à devoir mettre donc d'accord les Flamands, les Wallons, les germanophones, Bruxelles Capitale, la Fédération Wallonie-Bruxelles, bref, welcome back dans le millefeuille de ce pays absolument insupportable certains jours. Quand je vous dis c'est amer le Codeco, c'était aussi pour dire que donc ils avaient juré qu'ils apprendraient des erreurs du passé, les erreurs du passé étant que les Codeco avaient été trop rapprochés et que donc dans le passé on n'avait pas pu réellement évaluer les mesures prises.
sous-entendu, les petites lignes aussi, c'était de dire que certaines mesures n'étaient peut-être pas suffisamment efficaces et qu'il fallait donc rajouter des mesures assez vite. On a donc eu un premier Codeco de l'ère 2021, entre guillemets, et de l'ère Alexander De Croo, qui a eu lieu le 19 novembre dernier. Après ce premier Codeco, on a dit non, on va attendre un peu. Résultat, la semaine suivante, le 24 novembre, on convoque un nouveau Codeco pour le 26 pour prendre de nouvelles mesures parce que manifestement, il y avait encore besoin, il y avait urgence, il y a le feu à la baraque, comme on dit. Mais on dit on va attendre cette fois-ci 2 semaines, donc jusqu'au mi-décembre, pour créer un nouveau Codeco. Paf! Qui arrive dans le jeu? Notre ami Jan Jambon, président de la Flandre, qui débarque le mercredi 1er décembre en disant il y a l'urgence, en fait il y a urgence dans les écoles en Flandre dont les classes ferment les unes derrière les autres, il nous faut un nouveau Codeco, le 3. Le 3 décembre dernier, donc il y a 2 jours par rapport au moment où on enregistre ce podcast, nouveau Codeco, auquel assiste un certain nombre, comme d'habitude, de grands pontes de la politique en Belgique. Et chacun semble se rendre compte, selon un article du soir, que en réalité, Jan Jambon a convoqué ce Codeco non pas pour prendre des mesures plus strictes au niveau général, comme disons pour prendre l'intérêt général, disons, mais plus parce que le maire d'Anvers, qui fait partie du même pays, vous le connaissez, il s'appelle Bart de Wever, vous l'a présenté dans le passé, notamment en caleçon pendant une interview à la télé. Le maire d'Anvers avait un très gros événement ce week-end, rassemblant plusieurs milliers d'enfants au Sports Palace, une grande halle de spectacle, de concert, de sport qui a lieu à Anvers. Ce monsieur, n'ayant pas vraiment envie d'annuler lui-même cet événement et de payer les frais, ce serait donc dit, semble-t-il... Rumeur. Je parle quand même de la libre, mais ce serait donc dit qu'il serait beaucoup plus intéressant de faire passer ça sur le fédéral, pour que ce soit le fédéral qui paye, évidemment. Après tout, c'est de l'argent flamand, messieurs, dames. Donc, Monsieur De Wever aurait mandaté Jan Jambon pour tirer la sonnette d'alarme, le signal d'alarme, et dire on a besoin d'un nouveau Codeco et de nouvelles restrictions. Qu'à cela ne tienne, nouveau Codeco, nouvelles restrictions. Les dernières annoncées étant la fermeture des classes le 20 décembre au lieu du 24. Donc on a gagné une semaine entre guillemets de vacances, mais ça paraît très tardif puisque par rapport à aujourd'hui c'est toujours dans 15 jours. La situation c'est aujourd'hui qu'elle est compliquée. Bref, on a aussi des restrictions un peu plus fortes sur le domaine de la culture et c'est là que je vais pousser mon coup de gueule puisque en fait dans ces Codeco l'objectif c'était de passer une mesure forte pour faire oublier que les mesures autour étaient un peu ridicules. La mesure forte passée pour la culture, c'est de relimiter à nouveau la jauge des salles de spectacle, de concerts et de tout événement public en intérieur en Belgique à 200 personnes. Ce qui veut dire qu'une salle de concert, par exemple, qui a 200 places, pourra accueillir 100% de sa jauge, mais une salle de concert comme Beaux-Arts, La Monnaie, le Théâtre National, le KVS, qui ont des jauges entre 600 et 1200 personnes, eux devront se contenter de 200 personnes. Pourquoi c'est une infamie? Parce que c'est tout à fait ridicule de se dire que c'est de l'argent public qui va être dilapidé finalement pour payer des représentations qui coûtent cher aussi pour 200 personnes. C'est aussi un public qui va être déçu parce qu'un certain nombre ne pourront pas assister. Ce sont des équipes qui se battent tout au long de l'année et malgré les conditions du Covid, pour faire en sorte de faire avancer les projets et la culture dans des conditions pas toujours faciles, mais avec aujourd'hui une reprise depuis quelques mois et beaucoup d'entrain, et qui se retrouvent aujourd'hui à en fait avoir été le pion finalement des gouvernements belges pendant ce dernier Codeco. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis un peu en colère contre cette nouvelle décision qui a été prise. On vous mettra pour vous expliquer de façon un peu plus détaillée les articles en ligne, en tout cas quelques extraits si ces articles sont pour certains protégés. Mais tout ça pour dire que tout le monde s'est retrouvé un peu assis sur les fesses sans vraiment savoir pourquoi, une fois de plus, c'était la culture qui trinquait à la place des autres, sachant que derrière, pour faire une dernière parallèle, l'Horeca, donc les bars, les cafés et notamment, n'ont aucune restriction supplémentaire à appliquer avec ce nouveau Codeco. On passe à la rubrique vie de couple. Ah oui, rubrique vie de couple. De quoi est-ce qu'on a dit qu'on allait parler aujourd'hui, Max? Tu veux nous parler un peu de la manipulation? Oh, mais ça c'est... Comment Mais je vous signale que c'est quand même le titre d'un livre qu'il a acheté il n'y a pas très longtemps pour lire et qu'il a promis surtout de prêter à sa belle-mère, c'est ça qui m'inquiète le plus en fait.
Voilà, mais enfin bon, je veux dire, d'abord, c'est pas un livre sur la manipulation. Donc ça s'appelle Petit traité, pardon. Ça s'appelle Petit traité de la manipulation. T'as raison, soyons exacts. Soyons précis. Petit traité de la manipulation à l'usage des honnêtes gens. Ah oui, pardon. Il y avait le sous-titre aussi. Nous pouvons tous manipuler, c'est ce que ça veut dire. C'est ça ? Non, disons que il faut être conscient qu'on peut te manipuler. Et il y a quelques petites techniques qui sont utilisées au quotidien par pas mal de monde. Et moi, j'ai trouvé ça fort intéressant de lire ce livre de deux sociologues qui, en fait, te racontent des situations, des petites histoires, et des petites choses qui montrent qu'en réalité, tous les jours, partout, par des petites techniques, on est en fait, sans le savoir, manipulé pour faire ceci ou pour faire cela. Mais alors toi, au quotidien, comment tu les utilises dans notre couple ? Moi, je ne les utilise pas dans notre couple. C'est pour ça que je t'ai demandé, je t'ai suggéré de lire ce livre aussi. Il vous ment en allemand. Voilà. Mais effectivement, il y avait un commentaire sur un des sites web qui disait et le plus fort, c'est que ça marche aussi en amour. Essayez, vous verrez. Mais c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on soit à armes égales et je t'ai proposé de le lire. Pour l'instant, tu l'as pas encore lu. Bon, je l'ai pas fini encore, mais non, c'est assez intéressant de voir comment les différentes techniques sont disséquées. Et de voir que finalement, chacun, on peut avoir des petits outils pour le jour où tu aimerais convaincre ta chef que tu voudrais faire ceci ou cela, ou un de tes collègues, ou mais comme quoi, par exemple, quelqu'un avec qui tu veux... Et quelle application dans le couple ? Donc, tu ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça, quand même ? Comment ça ? Non, mais par exemple, le fait de toucher l'avant-bras d'une personne. Quand tu parles à quelqu'un, un vendeur te parle et il va te toucher l'avant-bras, et de manière tout à fait étonnante, ça va te prédisposer bien mieux à écouter et à suivre ce que cette personne va te dire, plutôt que si la personne ne t'avait pas touché. Les gens qui m'écoutent, à fortiori si on ne se connaît pas, n'essayez pas ça avec moi, je vous préviens, ça ne marchera pas. Deuxième exemple. Tu es dans la rue, il te manque 5 centimes pour payer ton parc-mètre, et tu vas essayer de demander à des gens dans la rue s'ils n'ont pas 5 centimes à te filer. Tu peux être quasiment sûr que tu n'auras aucune réponse, que tu ne vas jamais trouver personne. Par contre, si tu demandes l'heure aux gens que tu rencontres, ils vont te donner l'heure, et ensuite, si tu leur donnes 5 centimes, ils vont se retrouver beaucoup plus en difficulté à te dire non, parce que tu leur avais demandé quelque chose, tu leur avais demandé l'heure avant. Ah, ça. Voilà, c'est deux petits exemples. Je me méfierai la prochaine fois qu'il me demandera de l'argent. Mais non, mais là, ces exemples, ils ne marchent pas dans notre couple. Mais réfléchissez-y. Et puis, si vous avez l'envie... Alors, c'est quand même un livre de sociologue, hein, donc voilà, ils expliquent dans plein de choses, mais il y a des petits exemples, c'est sympa. Ça coûte 22,20 €. Vous pouvez le commander dans vos bonnes librairies. Puis vous pouvez demander à Max quelle est l'application à en faire au quotidien dans le couple. Je ne fais pas d'application de ça dans mon couple, donc je ne pourrais pas vous donner d'exemple. Je suis vraiment désolé. Ça aurait beaucoup plu à Guillaume, en fait, que je puisse raconter des choses dans le couple. Mais en fait, non, je ne te manipule pas. C'est cela. Bon, alors, on va parler d'un deuxième sujet, et c'est Guillaume qui, cette fois, a souhaité le mettre... C'est faux, c'est faux, non, c'est faux, c'est n'importe quoi. Non, je n'en fais pas trop, jamais. Voilà, c'est pas du tout mon style. ça. Non, pas du tout. Le sujet, c'est le mec qui en fait trop. Non, c'est pas moi. Alors, mais pourquoi Guillaume ? Justement, je sais pas, je te demande. Ah, si. Tu sais bien. Moi, j'en fais trop. Un peu too much, parfois. Ah oui. Genre ? Pourquoi c'est moi qui dois parler ? Parce que c'est toi qui m'accuses. Non, c'est toi qui l'as mis dans le podcast. Ça n'a rien à voir, c'est pas la question. C'était à quel sujet déjà ? Je sais plus. Non, parce qu'il faut dire, on essaie de prendre des notes pendant la semaine qui passe pour savoir quel sujet on va traiter dans notre podcast. Donc sachez que j'en ai fait trop cette semaine, mais on n'arrive pas à se souvenir de quand.
Donc j'en ai fait trop. Quand est-ce que j'en fais trop ? Moi, j'en fais toujours un peu trop, de toute façon. Oui, légèrement. Bah, vas-y, donne des exemples. J'ai pas d'exemple en tête. Ah, c'est toujours difficile. L'accusation est facile, mais... La prochaine fois, tu mettras un peu plus de détails pour éviter de se retrouver comme ça. Hein, parce que... Mais c'était pas toi quand vous faisait trop, d'ailleurs ? Non, je crois pas. Pas toi qui... Si, quand je suis venu t'apporter ton ordinateur... alors que tu l'avais oublié à la maison. C'est trop mignon. Voilà, alors là, vous voyez, ça typiquement, on revient donc au poste, à l'information présente sur la manipulation. Là, il est typiquement en train de vous manipuler pour faire passer un sujet qui pourrait tourner en sa défaveur en réalité un truc qu'on va pouvoir le caresser gentiment dans le sens du poil. Pourquoi ? Il est formidable. Alors attends, excuse-moi, il faut vraiment que je lise ce bouquin. C'est exceptionnel le résultat. Là, c'est Guillaume qui essaie de retourner la situation parce que c'était quand même lui qui avait écrit le sujet comme lui étant l'homme qui en faisait trop. Et finalement, à la fin, c'est vers moi que ça se retourne. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il peut m'arriver d'en faire trop. Dans quel genre de situation ? Non, mais je suis quelqu'un d'entier, donc par définition, parfois je me lance un peu la tête la première. Je suis un bélier aussi, hein, ça n'aide pas. Mais je me lance un peu la tête la première dans certaines... Toi aussi d'ailleurs, non ? Non, légèrement bélier. Deux béliers ensemble. De temps en temps, ça cogne. On aurait dû regarder notre horoscope avant. De temps en temps, ça cogne. Mais non, j'essaye de me souvenir d'à quel moment est-ce qu'on a pu marquer ça où j'en faisais trop. Mais je me souviens plus. Mais ça m'étonne pas de moi, encore une fois. Hein. Je ne suis pas complètement surpris. Un peu too much, quoi. Ouais, bon, non, mais en fait, la réalité, c'est que... Pour vous donner un moment où je peux compris, en faire trop, par exemple, où on peut en faire trop, je ne citerai pas de nom, mais juste, vous ne vous en êtes pas rendu compte parce que ça aurait été coupé au montage, mais on en a fait trop. Il y a approximativement 5 minutes, on s'est un peu pris la tête sur une bêtise sur laquelle je ne reviendrai pas. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance, voilà, de repartager, à monter dans les tours, tous les deux, et à très vite se prendre le chou sur, pardon pour l'expression, les enfants, bougez-vous les oreilles, des conneries. Ah bah voilà, bon, ça va encore. Oui, non, mais on est d'accord que le mec qui en fait trop, c'est un peu nous deux en fait. Chacun à sa mesure et dans son... Et chacun a sa démesure aussi. Et sa démesure. Bon, voilà. Donc vous saurez qu'on en fait trop, mais vous ne saurez pas exactement dans quel contexte. Si on trouve des exemples, on les mettra sur Twitter et sur Facebook, parce que bon... Mais méfiez-vous quand même de pas trop en faire et dans votre couple de maintenir une forme d'équilibre pour maintenir la communication, la fluidité du contact. Là encore, on vous rappellera notre petit conseil, ne vous couchez pas fâché. Non, ça c'est vrai. Voilà. Tout à fait. Alors, dernier sujet de la vie de couple, c'est un sujet un petit peu récent. Oui, tout à fait. Puisque nous avons vécu un grand moment hier soir. Bon, nous, on n'était pas devant, mais néanmoins. Nous, ça va faire genre, on était devant. En fait, non. Hier soir, on était au resto japonais. Très bon resto, d'ailleurs. Très, très bon resto japonais. Pas très loin de chez nous. On n'a absolument pas vécu ça en direct. Exactement. Mais c'était la fin du chapitre 2 de Fortnite. Alors Fortnite, pour ceux qui débarquent, on en a parlé il y a quelques temps dans notre podcast. Je ne sais pas si Guillaume arrivera à nous retrouver je pense que c'était la saison dernière. De Fortnite Bon, je ne sais plus exactement, mais vous avez qu'à écouter les épisodes. Voilà. Donc voilà, ça fait quelques mois qu'on joue à Fortnite tous les deux. Moi, je suis sur la Switch, Guillaume est sur son ordinateur de gamer. Et les saisons de Fortnite sont organisées en chapitres et en épisodes. Et donc hier, c'était la fin de l'épisode 2. Du chapitre 2 ? C'était la fin du chapitre 8 de la saison 2. Donc c'était la fin de la saison 2 en fait. On est passé, sauf erreur de ma part, à la saison 3 aujourd'hui de Fortnite. Mais je crois qu'en fait on appelle ça des chapitres en Fortnite. Pas la saison, chapitre. Ouais. Donc, chapitre, on est passé au chapitre 3. On est passé au chapitre 3 aujourd'hui à 16h. Donc aujourd'hui on est le 5 décembre. Et donc il y a une nouvelle carte. Il y a toute une histoire et c'est vraiment super bien fait. Vous pouvez trouver plein de vidéos sur Internet si ça vous dit. Vous pouvez même regarder le trailer, la bande-annonce de la saison 3 pour savoir ce que c'est. Et puis si ça vous dit de rejoindre Fortnite et d'essayer, comme d'habitude, on redémarre à zéro. Donc si vous rejoignez au tout début, comme ça, vous pourrez
découvrir. Et bon, ceux qui ont beaucoup d'expérience, comme Guillaume, qui était quand même arrivé au niveau 150, 250, voilà. Bon. Moi, j'étais juste au niveau 100. Ils iront plus vite que vous, mais c'est pas très grave. Voilà, donc on voulait juste faire un petit clin d'œil sur le fait que on avait changé de carte et on n'a pas encore réussi à jouer parce que les serveurs sont débordés. Bah forcément, il est 18h21, ils ont ouvert le jeu genre il y a 2 heures. Tout le monde s'est précipité, donc du coup, on n'a pas tant de choses que ça à vous dire. Mais bon, écoute, on vous en reparlera peut-être à l'occasion. Sans transition, dernière rubrique de ce podcast. C'est une rubrique qui tient beaucoup à cœur à Max, et je suis très fier que Max, d'ailleurs, vous présente cette rubrique. On a choisi de l'axer sur la diversité en vous parlant des identités de genre. Et donc, Max, tu vas aborder ce sujet délicat, mais tellement important finalement quand on veut mieux comprendre les autres. Et oui, je vais essayer dans les prochaines minutes de vous donner quelques clés de compréhension sur la base d'un atelier de sensibilisation aux transidentités que j'ai pu suivre en tant que bénévole du refuge à Bruxelles. Parce que le refuge, en fait, accueille un certain nombre de jeunes trans ou de jeunes qui se posent des questions sur leurs identités de genre. Et donc, c'était important pour l'équipe permanente comme pour les bénévoles de se former. C'est un sujet complexe, comme Guillaume, tu l'as dit. Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mon propos sera forcément incomplet et limité, mais néanmoins, j'espère qu'il sera clair et surtout qu'il sera respectueux parce que c'est fondamental. Alors, commençons par des définitions, parce que ça, c'est important. On entend souvent des mots et on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. Notamment dans la communauté LGBTQI+, où voilà, les gens utilisent des expressions et bon, c'est pas forcément toujours simple, y compris pour nous qui sommes peut-être un peu plus introduits que des personnes qui sont un peu plus éloignées de ces communautés-là. Alors, d'abord... Et encore, on maîtrise pas tout très bien. Transgenre. Alors, transgenre, c'est au pluriel. Ce sont des personnes dont l'assignation de genre à la naissance ne correspond pas à leur point de confort. Alors, vous noterez, je parle ici de point de confort, car on se place du point de vue de la personne. Et les personnes cisgenres, c'est à l'inverse des personnes qui sont confortables avec le genre qui leur a été assigné à la naissance. Alors, dans notre culture, le sexe et le genre sont généralement associés dans une approche très binaire. Les personnes qui se déclarent non binaires sont donc celles qui refusent d'être cataloguées dans un genre masculin ou féminin. Alors quand on parle des transidentités, il faut réaliser qu'il y a 3 aspects différents à prendre en compte. Alors le premier aspect, c'est le sexe biologique, ce qu'on a. Dans notre culture, le sexe est assigné à la naissance, sexe femelle ou sexe mâle, sur la base en particulier des organes génitaux. Cela correspond au fameux chromosome XX ou XY. Ça occulte le fait que certaines personnes, du fait de leurs chromosomes, par exemple, qui ne sont pas XX ou XY, mais autre chose, soit il y a une troisième lettre, soit il y en a une qui manque, ou un chiffre, voilà. De leurs hormones, de leur morphologie, ne sont ni mâles ni femelles, et alors on parle du coup de personnes intersexuées. On a du mal à avoir une vision exhaustive car la médecine, même aujourd'hui, privilégie les mutilations et les stérilisations à la naissance ou à l'adolescence pour ceux qui ne tombent pas dans la norme. Mais au vu des formes connues, il y a à peu près 46 formes connues, à minima, on estime que ça représenterait 1,7% de la population. Alors autant vous le dire tout de suite, j'ai été choqué en découvrant que encore aujourd'hui, en 2021, on avait ces mutilations qui avaient lieu et qui, en réalité, ne sont pas nécessaires d'un point de vue de santé. Alors, le deuxième aspect, c'est les identités de genre. Sa représentation à soi. Les 2 identités habituelles sont homme et femme. Pour chaque identité, on peut être cisgenre ou transgenre. Donc, on parle d'homme cis ou d'homme trans ou de femme cis, femme trans. Quand une personne est trans, donc je rappelle, c'est l'assignation de genre à la naissance ne correspond pas
à son identité de genre. Contrairement à ce qui est couramment dit, une personne trans ne change pas de sexe biologiquement parlant, mais elle peut se masculiniser ou se féminiser, y compris avec des caractéristiques sexuelles primaires et secondaires. Donc, contrairement à ce qui est habituellement pensé et renvoyé aux personnes, une identité de genre femme trans ou homme trans ne va pas automatiquement avec une opération. À chacun de voir quel est de son point de confort psychosocial. Alors, le troisième aspect, c'est l'expression de genre. Donc, on a parlé premièrement du sexe biologique, deuxièmement des identités de genre, et là, de l'expression de genre. L'expression de genre, ça correspond à ce qu'on montre. Ici, on parle de masculinité, de féminité ou de personnes androgynes. Alors, ces trois aspects, sexe biologique, identité de genre et expression de genre, peuvent se combiner différemment en fonction de chacun. Et c'est pour ça qu'on parle des transidentités, chacun étant différent. Alors, on mettra sur les réseaux un schéma qui est très bien fait, qui vous permettra de comprendre tout cela. Alors, pour terminer cette rubrique diversité sur les transidentités, si vous êtes amené à interagir avec des personnes trans, soyez respectueux. Vous allez faire des gaffes, oui, ok, on en fait tous, mais faites attention pour que ça ne devienne pas une habitude. Demandez à la personne comment elle souhaite que vous l'appeliez. Notez le pronom qu'elle emploie. L'accord des verbes. On peut trouver des formulations qui évitent de mégenrer, c'est-à-dire d'utiliser le mauvais genre. On peut par exemple dire « est-ce que tu te sens bien ?» plutôt que « est-ce que tu es content ou contente ?» Et surtout, l'idée étant, une fois qu'une personne vous aura expliqué comment elle veut être appelée, vous pouvez vous tromper la première fois, mais vous ne trompez pas la deuxième. Exactement. Guillaume, dans le prochain épisode, tu reviendras sur le pronom Yel, qui est effectivement un des pronoms qui est utilisé par certaines personnes. Et qui donc peut être à utiliser parce que c'est le pronom que la personne souhaite utiliser quand on parle d'elle. Tout à fait. Merci Max. Ben voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On a fait un peu plus long que la moyenne ces derniers temps, mais on y a mis tout notre cœur comme d'habitude. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire découvrir autour de vous et à mettre une note sur vos plateformes et notamment sur Apple Podcast, un like sur YouTube ou un pouce bleu sur Facebook. Et surtout, partagez. Ce podcast est diffusé, comme on vous l'a dit, lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus au taquet. Portez-vous bien d'ici au prochain épisode. On vous souhaite un bel avant d'ailleurs, puisque c'était le nom de cet épisode pour ceux qui célèbrent la montée en avant vers Noël. Gros bisous. Continuez à porter votre masque et à respecter les gestes barrières. Et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.